c'est le temps que va finalement durer la transition au pays du Faso avec un référendum constitutionnel prévu donc pour la fin de l'année 2024 et effectivement des élections générales en février 2025. Ainsi, elle a donc décidé depuis quelques semaines le gouvernement qui a d'ailleurs présenté donc à la classe politique le chronogramme des futures élections qui mettront donc un terme à cette transition qui est en cours et pour une durée justement de 36 mois qui est donc en délai tout simplement jugé nécessaire par justement l'équipe à Damiba pour ramener la paix dans le pays mais jugé trop long par la CEDEAO qui avait alors exigé un chronogramme plus raisonnable sans faire de propositions comme ça a été le cas au Mali pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'on se rappelle qu'il n'avait en revanche pas pris de nouvelles mesures punitives à l'encontre donc de Ouagadougou en février dernier parlant de la CEDEAO. L'institution avait également rendu la menace quand même de sanctions économiques si les autorités burkinabées ne respectaient pas la demande formulée. Rendu donc à moins de 72 heures du prochain sommet de la CEDEAO, force est de constater que leur chronogramme, du moins celui du Burkina Faso, n'a pas du tout évolué au nom du retour à la sécurité. À en croire une bonne partie de l'opposition, ce projet est tout simplement cohérent, projet d'une transition de 36 mois, cohérent et devrait donc être appuyé par la CEDEAO car l'intégralité du pays ne saurait donc être reconquise dans des délais très courts comme le souhaite justement la CEDEAO. D'aucuns demandent ainsi à l'institution d'apporter un appui logistique, financier et surtout d'accompagner la transition en cours pour atteindre ces objectifs. Et la réalisation des élections se passera alors d'une manière transparente, libre et inclusive. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette édition, le point sur l'actualité qui encore pour ce vendredi nous conduit du côté de l'Afrique de l'Ouest, juste à côté d'un autre pays, Mali. Nous sommes au Burkina Faso qui visiblement est donc sur les traces justement d'une témérité observée chez le voisin, le président de la transition burkinabé, monsieur Damiba, voilà, a donc décidé de ne pas revoir son chronogramme tel que demandé par la CEDEAO qui, lorsque le gouvernement burkinabé avait donc décidé en février dernier de partir sur une transition de 36 mois, avait donc reçu tout simplement le refus de la CEDEAO qui leur avait demandé de proposer un chronogramme raisonnable, de proposer justement un timing plus raisonnable afin bien sûr de permettre au pays de revenir à l'ordre constitutionnel. Et donc quelques mois après, il y avait même un délai qui était fixé je crois au 24 ou 25 avril par là pour donc changer les 36 mois qui avaient été arrêtés par le gouvernement. Alors, les Burkinabés n'y ont pas pensé, du moins, ils ont refusé de revenir sur ce qui avait déjà été arrêté. Et donc, à quelques jours, tout simplement, du prochain sommet de la CEDEAO, l'on est en droit de s'interroger ce soir sur le sort qui sera donc réservé au Burkina Faso également, qui prévoit donc un référendum en fin 2024 et bien sûr des élections générales pour l'année 2025. Nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs, mais avec également Batengene. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Dedilinda, bonsoir à tous nos téléspectateurs, les inconditionnels, les panafricanistes, tous ceux qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes et qui tous les soirs comme ça accueillent ce magnifique programme. Nous avons également les techniciens qui veillent à ce que cette émission soit retransmise dans les bonnes conditions. Nous leur disons également bonsoir, bonsoir à la direction générale qui supervise les opérations aux autorités de l'État du Cameroun, mais surtout les forces de défense et de sécurité ciment de l'unité nationale. Merci beaucoup Batengene. Nous remercions également tous ces téléspectateurs déjà scotchés pour partager ces moments d'information avec nous. Alors, il se trouve que le gouvernement burkinabé ne présentera pas un nouveau calendrier électoral tel que demandé par la CEDEAO. Comment comprendre cette sorte de rébellion qui va grandissante du côté de l'Afrique de l'Ouest? Rébellion positive ou rébellion tout court?
Le régime à Ouagadougou est un régime qui échappe à la lecture classique des régimes révolutionnaires en Afrique. C'est certes un coup d'État, mais on n'est pas dans les coups d'État de rupture. On est dans des coups d'État de continuité, dans une sorte d'anomie ou bien de... C'est une sorte de recommencement. On dira que là, les colons ont certainement utilisé une des stratégies qu'ils savent bien faire, c'est de réaliser un pseudo-changement à l'intérieur de leur propre appareil. Donc, après Rochemar, Christian Kabore, on ne dira pas forcément qu'un régime panafricaniste, un régime d'émancipation est né à Ouagadougou. On a affaire avec un régime hybride qui articule velléité, qui manipule velléité expansionniste et organise cela dans la logique de la continuité, de la coopération avec les colons. Malheureusement, c'est aussi un jeu trouble au sein de la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de brouiller la trajectoire du Mali, de donner l'impression que le Mali n'a pas un son unique, que ce son-là n'est pas un son authentique, original. C'est un son qui peut être copié par des régimes qui ont pratiquement la même nature. C'est un son qui peut être reproduit par des régimes qui ne sont pas forcément aussi révolutionnaires que l'État du Mali. Et ce son-là n'est donc pas, c'est ça l'objectif, ils veulent montrer que ce son-là n'est pas le son de la libération de l'Afrique, au sens où beaucoup perçoivent le régime malien. C'est donc un jeu trouble que le Burkina Faso joue. Et le Burkina, ça, c'est ce que c'est votre analyse. C'est tout ce qu'on peut percevoir jusqu'à présent, parce que les autorités de Ouagadougou ne s'illustrent pas brillamment par une véritable velléité émancipationniste. D'accord. Alors, avant de revenir justement à cette analyse que vous avez, parlant justement de ce jeu trouble, mais il y a une vérité quand même, c'est que, voilà, ils ont proposé un chronogramme et puis on va le dire, on a quand même vu cela venir parce que la décision justement de la CEDEAO, tout simplement, de promettre ou alors de brandir des menaces à l'endroit de ce gouvernement s'il ne venait pas à proposer un chronogramme raisonnable, alors qu'avec le Mali, justement, la CEDEAO avait proposé 18 mois, contrairement à ce que le Mali avait proposé. Mais du côté du Burkina Faso, on ressentait quand même une certaine souplesse au niveau des autorités de la CEDEAO. Alors, sauf que là, on s'est peut-être dit, d'aucuns se sont dit, en étant un peu souple, peut-être le gouvernement burkinabé devait facilement marcher, que non. Ils sont quand même à 3 ans. 3 ans qui rejoignent, 3 années qui sont similaires aux 3 années du Mali, si on s'en tient depuis le premier coup d'État, et puis maintenant les 24 mois, on est dans les 3 ans. Vous comprenez que très clairement, Madame Dédi, on est dans un simulacre. Il faut simuler l'action malienne, il faut simuler, il faut reproduire les gestes maliens, mais dans le mauvais sens. C'est un peu comme si vous, la brillante journaliste, vous êtes en train de présenter cette émission et quelqu'un qui fait dans un média mensonge essaye de prendre vos invités et de reproduire le même scénario. C'est un peu ce qui se passe avec le Burkina Faso. L'attitude de la CEDEAO renseigne aussi à suffire de la sincérité du gouvernement burkinabé, ou du moins de l'engagement du gouvernement burkinabé à sortir de l'escarcelle française. Lorsque vous regardez la CEDEAO sur le dossier burkinabé, lors de la dernière réunion, déjà la réunion du 4 juin, vous remarquez que la CEDEAO ne s'est pas appesantie avec autant de contradictions sur le dossier burkinabé que sur le dossier malien. D'ailleurs, s'il y a eu une séparation sans prise de décision sur les dossiers sur la table, c'est parce que le dossier malien était le dossier prioritaire. Les appels du président Macron étaient essentiellement réalisés dans l'intention de stopper le processus dans le cadre du Mali. Quant à ce qui est du Burkina Faso, vous allez noter que le commandant de la force Barkhane, le général qui commande la force Barkhane, il est au Burkina Faso. Il ne ressent aucune inquiétude. Il est dans des conditions proches d'un mariage d'amour. Et les forces les forces françaises qui sont basées à Ouagadougou sont carrément dans une lune de miel là-bas.
Ces 300 soldats, c'est largement inférieur à ce qu'on avait, 4000 soldats, donc plus de 10 fois inférieur à ce qu'on avait au niveau du Mali. Mais vous allez remarquer que les forces du Burkina Faso ne font aucune pression sur les Français. Donc, quand on fait une lecture globale comme ça, on se rend compte que au niveau du Burkina Faso, les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas une pression véritable sur ce pays. Les militaires là-bas, il y a un moment où certains de leurs défenseurs sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias, sont montés au créneau pour expliquer que non, ils pouvaient avoir des partenaires de toute nature. Ils pouvaient multiplier les partenariats. Et que d'ailleurs, le partenariat avec la France n'était pas si mal que ça, mais il fallait multiplier les partenariats. Vous comprenez un peu la logique dans laquelle ils sont. Ils veulent donner l'impression que la multiplication des partenaires, tout en maintenant la France, créerait une sorte de stabilisation de la situation. Or, on sait que le terrorisme, s'il prospère dans le Sahel, c'est du fait des forces françaises. Donc, cette manière d'excuser, mais surtout d'esquiver la France dans son approche, montre que à Ouagadougou, il y a comme un plafond de verre qui a été fixé à cette révolution. Cette révolution n'ira jamais titiller ce plafond de verre. Elle se déploiera en dessous de ce plafond de verre et il n'est pas exclu qu'elle reçoit des ordres de la part de Paris. Alors, lorsqu'on vous écoute, M. Batenguene, on comprend que vous êtes en train de nous faire comprendre, on va le dire ainsi, justement que ce qui semble être une révolution ou alors ce qui semble être un défi à l'endroit de la CEDEAO, venant bien sûr du gouvernement burkinabé, n'est qu'une mise en scène. C'est malheureusement une mise en scène. Vous savez, bien avant le fameux coup d'État, il y a eu plusieurs scandales qui ont ébranlé l'armée burkinabé. Il y a eu le trafic de drogue qui a impliqué les hauts responsables de l'armée, mais surtout de l'État en Côte d'Ivoire. Mais ces hauts gradés de l'armée et de l'État en Côte d'Ivoire avaient des relais au Burkina Faso. D'ailleurs, vous savez que dans l'enquête qu'a menée le FBI au niveau des États-Unis, les filières de passage de la drogue ont touché les anciennes autorités burkinabées, donc le président Compaoré, et beaucoup de responsables militaires qui sont encore en service dans l'armée burkinabé. C'est la preuve que là-bas, il y a des dynamiques beaucoup plus complexes que ce qu'on a au Mali. Vous avez des militaires qui ont été mêlés au trafic de drogue et qui certainement sont liés par les forces de l'OTAN. Il faut noter qu'il y a quelques jours, sur une base militaire belge de l'OTAN, on a arrêté 2 trafiquants de drogue après les enquêtes du parquet de Bruxelles. Et ces trafiquants de drogue, aussi étranges que cela paraisse, ces trafiquants de drogue ont révélé qu'ils fabriquaient, ont révélé le lieu de localisation de leur laboratoire. Et ce lieu, c'est lequel? C'était dans la base militaire de l'OTAN à Bruxelles. Vous vous rendez compte que si des trafiquants de drogue sont capables d'avoir un laboratoire dans les bases militaires de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN a bien quelque chose à y voir. Surtout que le soir, les 2 personnes ont été relâchées à Bruxelles. On ne les a pas inculpées, on ne les a pas traduites devant le juge. Elles ont été priées de regagner le chez elles. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de complicité. Et si le trafic de drogue c'était l'ecstasy, hein, c'est la drogue qui était concernée. Si le trafic de drogue peut se dérouler dans les bases de l'OTAN, ça veut dire que les forces de l'OTAN ont quelquefois mouillé dans ce trafic. Et d'ailleurs, la CIA, beaucoup d'ex-agents de la CIA ont témoigné sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ont quelquefois utilisé les services de la mafia pour faire de l'espionnage sur certains territoires. Et dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, le trafic de drogue, tel que ça touche les hauts gradés de l'armée de certains pays là-bas, c'est aussi la preuve qu'il y a une coopération internationale qui amène ces militaires à rentrer dans les filières de passage de la drogue. Et le Burkina Faso, c'était une plaque tournante. C'est un élément fort. Il y avait maintenant des indicateurs que des populations s'apprêtaient à passer à l'action révolutionnaire. Et dans cette action révolutionnaire, vous allez remarquer notre ami Nestor Podacier qui était constamment au taquet avec d'autres personnalités de la société civile, avait un seul leitmotiv, c'était dégager la France du Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
avec ce coup d'État, on a coupé l'action révolutionnaire, on lui a fait perdre son véritable moteur. Son objectif, on a donné l'impression que comme au Mali, les militaires avaient réussi à accompagner le peuple. Effectivement, au Burkina, les militaires également accompagnent le peuple. Mais c'est une grosse désillusion quand vous regardez les positions actuelles de l'État du Burkina Faso. Donc, la pression qui n'est pas exercée sur le pouvoir de Ouagadougou est tout à fait compréhensible. Parce que justement, au Mali, ça allait tellement vite, on ne donnait même pas une minute de répit au gouvernement malien. Mais par contre, avec le Burkina Faso, bon oui, on vous comprend, prenez quand même un peu de temps et puis on verra. Voilà, c'est perceptible. Depuis, regardez, le premier jour où les Maliens ont réalisé leur coup de force et ils ont restauré l'autorité de l'État, ils ont commencé à restaurer l'autorité de l'État, il y a eu une pression. Rien que sur 2 mois, la CEDEAO a tenu 4 sommets. 4 sommets en 2 mois. Et multiplier justement les missions. Les missions à l'intention de dire à ces militaires, non, vous n'allez pas durer, il faut laisser le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on connaît les acteurs qui prennent le pouvoir. Je ne crois pas qu'il y ait des grandes surprises quand se passe un coup d'État. Vous savez que généralement, les coups d'État, il y a beaucoup d'acteurs qui sont au courant de l'imminence d'un coup d'État bien avant que ça ne se réalise. Et ces acteurs sont parfois les acteurs du renseignement de l'étranger. Et si les Français savaient que les Maliens allaient réaliser un coup d'État, certainement ils connaissaient la nature de ceux qui allaient réaliser le coup d'État au Mali. Ça explique pourquoi, dès que ceux-là ont réalisé le coup de force, chez eux, certainement, ils ont été dépassés par la soudaineté, la rapidité du coup. Mais maintenant, ils ont voulu rattraper avec l'action diplomatique de la CEDEAO. Mais dans le cas du Burkina Faso, puisqu'ils connaissaient aussi la nature des acteurs, vous voyez qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Le coup d'État est perpétré et dans la soirée, vous avez dans l'immédiateté, vous avez quelques messages de condamnation. Mais après, tout le monde se tasse. On dit qu'on va observer, on attend. Et après, quand le mouvement, l'équipe militaire qui est au pouvoir commence à proposer un cadre de discussion avec les différentes parties, ce n'est pas la même posture que la CEDEAO adopte. La CEDEAO en 2 mois ne s'est pas réunie 4 fois pour le Burkina Faso. La CEDEAO en 7 mois, en plus de 6 mois déjà, ne s'est pas réuni 5 fois pour le Burkina Faso. Chaque fois que le dossier du Burkina Faso a été proposé sur la table de la CEDEAO, c'était en complément du dossier du Mali. C'est dire que le dossier principal sur la table de la CEDEAO, c'est le dossier du Mali. Les autres dossiers, c'est des dossiers secondaires. Des dossiers secondaires, c'est vrai que tout à l'heure, nous allons revenir sur peut-être le jeu trouble de certaines puissances étrangères dans ce qui paraît comme une mise en scène. Mais bien avant, je voudrais que nous nous apaisantissions quand même sur justement ce chronogramme de 36 mois, ce calendrier de 36 mois. Alors, je voudrais comprendre, M. Batenguene, lorsque la CEDEAO demande à ces États justement de l'Afrique de l'Ouest de proposer des chronogrammes raisonnables. Pour le cas par exemple du Mali, ils ont parlé je crois de 18 mois. Et lorsqu'on regarde quand même la situation sécuritaire de ces pays du Sahel, situation économique, alors cette CEDEAO, encore les dirigeants de cette CEDEAO, lorsqu'ils se permettent de demander des chronogrammes raisonnables, pas 3 ans, peut-être même pas 2 ans. Est-ce qu'ils pensent sincèrement que ce soit possible? Le fait est que ce n'est pas la CEDEAO qui a fixé ce timing. Malheureusement, ce timing a été fixé par les Nations Unies sur la base de leur expérience de gestion des situations sauf que, similaires. comme on le dit très souvent, là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. Là-bas, ça peut se faire en 10 mois. Il y a des spécificités, voilà. Effectivement. Ça, c'est déjà le point que je voulais apporter. Voilà, c'est-à-dire, nous avons des particularismes nationaux. On a des nations qui n'ont pas les mêmes enjeux lorsque se réalise le coup d'État. Par exemple, au Mali, vous avez un État qui est carrément à genoux, c'est-à-dire un État qui ne contrôlait plus que 40% de son territoire, alors qu'au Burkina Faso, vous avez un État qui a 80%, qui avait à l'époque 90%,
5% de son territoire. Donc aujourd'hui, on parle de 85, peut-être 80%. Donc, quand ils prennent le pouvoir, il y a quand même une grosse partie du territoire, une partie raisonnable, qui est encore au contrôle des forces militaires. Ce n'est pas déjà les mêmes enjeux avec le Mali. Donc en matière de chronogramme, ils ne pourraient pas justifier cela par les mêmes enjeux. Les enjeux sont différents. Maintenant, il s'agit pour eux essentiellement de galvauder le plan malien. C'est le premier point. Pour ce qui est de la CEDEAO, ils utilisent un agenda unique pour l'ensemble des coups d'État, parce qu'ils se disent que les coups d'État, c'est l'élément anormal dans le cadre de leur organisation. Déjà, ils ont un texte, ils ont un article qui condamne, qui prohibe le coup d'État et dans leur mécanisme de normalisation, il faut très vite revenir à un État qui est géré par des civils. Donc, pour eux, 18 mois, c'est le temps que vous reveniez dans ce qu'ils appellent la situation normale. Il faut très vite que des civils prennent le pouvoir. Mais dans le cas burkinabé, par exemple, qu'est-ce que les Burkinabés mettent dans les 36 mois? C'est là la grande question. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les 36 mois? Ils parlent de la sécurisation. 20% du territoire, ça demanderait 2 ans pour sécuriser cette partie du territoire. En termes aussi d'immensité, quand on parle de 60% du Mali qui était à l'époque contrôlé par les groupes terroristes, on parle d'un territoire qui a près de 2 millions de kilomètres carrés. Donc quand vous faites 60%, vous êtes autour d'1 million et 200 ou bien 1 million et 300 kilomètres carrés qui ne sont pas contrôlés par l'État. Au niveau du Burkina Faso, vous avez près de 235 000 km². Alors les 235 000 km², si on vous parle de 20% de ce territoire, vous comprenez que ce n'est pas la même superficie. Comment est-ce qu'ils justifient les 36 mois? Qu'est-ce qu'ils mettent dans le contenu des 36 mois? C'est ça aussi le plus important. Il sera important pour nous, il sera utile pour nous de voir, il sera pertinent de comprendre le contenu de ces 36 mois dans le cadre burkinabé. Alors, sauf que il y a quand même une bonne partie de l'opposition, du côté bien sûr du Burkina Faso, qui estime que voilà, le projet est cohérent, c'est ce qu'ils disent, que le projet de 36 mois est donc cohérent et devrait tout simplement être appuyé, car selon ces derniers, l'intégralité du pays ne saurait être reconquise dans des délais très courts. Alors, on a quand même envie de se poser la question si ces leaders d'opposition eux-mêmes maîtrisent un peu en termes de chiffres, en termes de superficie, ou encore en termes de bilan sécuritaire, ce qui se passe dans leur pays. On pourrait se poser la question, mais on pourrait aussi se demander, quand ils parlent, ils disent le temps pour reconquérir ces territoires. Je ne suis pas un militaire. L'intégralité. L'intégralité. Des 20, c'est 20% ou c'est 20% du territoire. C'est 20% du territoire burkinabé qui est sous le coup de l'insécurité. Donc on est autour de 20 000 km². Par là. 20 000 à 40 000 par là. 40 000 km². C'est important. Mais est-ce que... En rappelant que ces derniers bénéficient également de l'aide des forces étrangères. Des forces étrangères, dont 300 soldats des forces spéciales françaises, parce que c'est là-bas ils ont leur base. Et ils ont également le G5, l'ex-G5, aujourd'hui devenu G3 Sahel. Ils ont également l'appui de l'Union européenne et avec Takuba qui opère depuis le Niger jusque-là. Il y a également les États-Unis qui opèrent de là jusqu'à ce niveau-là. Non, le président Damiba, quand il parle de ces 36 mois, qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce qu'il pense qu'avec les forces de l'Union européenne, avec les Français, avec les Américains et les États-Unis, il va réaliser l'impératif de sécurité qui s'est assigné? Nous sommes au regret de croire, de rester sceptiques. Pourquoi sceptique? Parce que celui qui a fait cette expérience, c'est le président, je crois, le président Ibeka au Mali. Quand il allait crier après M. Hollande pour dire « Oh, il y a les terroristes qui sont dans le Sahel et qui attaquent le Mali », qu'est-ce qui s'est passé? François Hollande est venu à Bamako, vous vous souvenez, c'était un peu comme
le papa qui venait chez son fils et qui lui disait, mais où est-ce qu'on t'a dérangé? Je vais régler la situation. Et 4000 soldats, dès le mois de février 2013, étaient déployés au Mali. Alors les 4000 soldats ont mis 7 ans au Mali. Quand vous regardez le bilan de 7 ans, ont mis aujourd'hui 9 ans au Mali, 9 ans au Mali. Quand vous regardez le bilan de 9 ans, c'est l'expansion du terrorisme et son internationalisation dans le Sahel. Est-ce qu'avec ces mêmes partenaires, le Burkina Faso réalisera l'objectif qui s'est assigné? Si cette opposition pense que oui, il faut assez de temps pour la sécurisation du Burkina Faso, le choix des partenaires laisse quand même songeur et laisse interrogateur sur la crédibilité de ces partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que leur expérience dans la même zone nous a montré que ça n'a fait qu'aller de mal en pis. Donc les Burkinabés, dans l'argument suivant lequel ils vont s'occuper de la sécurité, il faut quand même le prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur For You Télévision, le programme, le point sur l'actualité. Et pour aujourd'hui, nous nous intéressons effectivement au Burkina Faso, qui voilà, défie donc la CEDEAO en maintenant son chronogramme fixé donc à 36 mois. 36 mois, la durée, le temps que va donc durer la transition, avec bien sûr un référendum prévu pour fin 2024, mais également des élections générales prévues donc en février 2025. Une décision justement qui va à l'encontre de ce qu'avait prévu la CEDEAO, qui en février dernier avait donc demandé au gouvernement burkinabé de proposer un timing plus court. Et donc du côté bien sûr du Burkina Faso, s'il y a une bonne partie qui estime que le délai de 36 mois, du moins le chronogramme tel que présenté, est louable. D'autres par contre, notamment ceux appartenant à l'ancien, enfin une classe politique appartenant à celle de Roch-Marc-Christian Kaboré, regrettent plutôt le fait que les militaires aux affaires n'ont donc pas tout simplement associé cette classe politique-là à l'élaboration justement de ce chronogramme. Et nous en parlons avec vous également, chers téléspectateurs. Le standard est d'ores et déjà ouvert pour avoir toutes vos contributions dans le cadre bien sûr de cette thématique. Monsieur Batenguele sur ce plateau estime que voilà, c'est une mise en scène qui se passe entre le gouvernement burkinabé et bien sûr la CEDEAO, au regard de plusieurs clichés qui ont été présentés ici. La souplesse de la CEDEAO à l'endroit bien sûr de ce gouvernement de transition qui s'y retrouve par un coup d'État, mais également au regard de la différenciation justement des situations sécuritaires, que ce soit du Mali ou encore du Burkina Faso. Donc, nous attendons vos réactions, chers téléspectateurs. Nous vous savons très nombreux à nous suivre et donc le standard est d'ores et déjà ouvert. Et je crois que le maillot jaune est là, c'est Delphin. Bonsoir et merci d'être là, chers frères. Delphin, bonsoir. Bonsoir ma chère sœur Ndedi, je m'excuse, j'ai pas été studieux aujourd'hui, j'ai pris l'émission en cours, oui. Mais j'ai pu suivre une partie du développement de mon cher frère Batenguele, mais je promets que je vais reprendre le replay de façon assidue, demain au plus tard. Et je salue bien sûr l'ensemble des équipes de For You Media et les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc, d'une certaine manière, je suis d'accord avec mon frère Jonathan, mais je me range surtout du côté de notre frère qui intervient souvent d'ailleurs ici, notre frère Podacé. J'ai davantage confiance dans la société civile donc du pays, en ce sens où c'est elle qu'on voit le plus décidée, la plus engagée. L'élite, quand bien même ce sont des militaires, me fait penser à ce que je dis souvent. En zone CFA, malheureusement, nous assistons à des, on va dire, à des dirigeants qui
du fait du retard de leur logiciel. Je ne comprends même pas comment il est possible de considérer encore aujourd'hui, en août 2022, le nain géopolitique qu'est l'Élysée comme faisant partie des grandes puissances. Pour moi, je vous assure, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas le seul Burundais dans ce cas, ni l'unique Africain en dehors de la zone CFA. En fait, c'est ça qui explique ce comportement qui nous paraît, nous, un peu teinté de peur, de crainte vis-à-vis de l'Élysée à la moindre démarche. Mais ce n'est pas le cas, comme je le disais, des sociétés civiles qui, elles, sont déjà en avance. Je dirais parce que, bon, du fait peut-être de leur jeunesse, elles n'ont pas été moulées pendant des décennies dans les logiciels du Quai d'Orsay. Mais au-delà, si je me projette dans l'avenir, malgré, j'allais dire, les hésitations de M. Damiba, M. Damiba n'est pas inattentif à ce qui se passe au Mali. On l'a dit à suffisance. Le scénario qui est en train de se mettre en place, qui est même très avancé du côté de Bamako, n'épargnera aucun État voisin. C'est impossible. Je ne vois aucune société civile digne de ce nom dans cette région-là qui va laisser à l'avenir un dirigeant, sur le long terme, se comporter comme Ouattara. Vous voyez déjà comme Bazoum prend la parole de façon publique avec précaution depuis qu'il a été averti. Donc, à partir de là, moi je fais partie des gens qui, comme mon frère Podacé, restent vigilants par rapport à des gens comme Damiba. Mais Damiba, une fois de plus, à l'échelle du Burkina Faso, son prédécesseur, notre aîné, je vais être respectueux ce soir, notre aîné Kaboré est parti dans les conditions que nous connaissons. Damiba, s'il veut faire le forcing, il ne va pas nous arrêter. Je n'aime pas faire de l'ingérence, c'est clair, mais au stade où nous sommes aujourd'hui, nous ne laisserons plus aucun dirigeant se comporter comme Ouattara. Ouattara a été le dernier à pouvoir compter sur les forces de l'Empire démocrate. Paraît-il, nous ne permettrons à aucun autre dirigeant, que ce soit dans la zone CFA ou en dehors de la zone CFA, se conduire comme Ouattara ou Kagame. Ça, c'est exclu. C'est exclu. Donc, je vais m'arrêter ici. De toute façon, le sujet reviendra forcément et à ce moment-là, je serai là et de façon beaucoup plus ponctuelle, je vous le promets. Donc, bonne soirée à tous et bon début de week-end à chacun et à chacune. Merci beaucoup à vous, Delphin, de nous avoir appelés. Nous rappelons aux uns aux autres que le standard reste ouvert pour apporter vos différentes contributions justement à cette thématique. Au Burkina Faso, donc, les élections sont prévues pour 2025, voilà, 2025, soit donc une année après la date prévue pour justement les élections du côté du Mali. Et donc, si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, sachez-le, il n'y a que le Burkina Faso a donc décidé de défier tout simplement la CEDEAO en maintenant ce qui avait été arrêté au préalable. Je crois que nous avons Peter au standard. Bonsoir. Bonsoir Madame Lady. Merci beaucoup au call center. Je salue votre invité, Monsieur Batengene. C'est ça, que je ne dise pas mauvaise chose. Je vais donner mon petit point de vue sur le sujet. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre parce que moi, le jugement qu'on fait par émotion, c'est pas très bon parce qu'il faut comprendre et se mettre un peu dans la peau de la personne pour apprécier ou déprécier son décision ou son comportement. C'est un peu comme on voit dans les channels européens, le mainstream, ou des journalistes que je appelle les journaliers. C'est pas pour insulter vos collègues, mais ils ne méritent même pas ces accréditations parce qu'ils ne font pas de travail. On a comme l'impression qu'ils sont payés pour dire n'importe quoi. Et aussi les experts qui passent le ramasse, qui racontent de n'importe quoi alors que les réalités sur le terrain sont là. Pour le cas du Burkina Faso, Paris est dans le grand panique parce que tout simplement, ils avaient préparé un opposant depuis la France ici
pour mettre la pression via Côte d'Ivoire sur le CEDEAO afin que le Burkina Faso cède et qu'il se plie aux exigences de la CEDEAO. Aujourd'hui, où je vous parle, le Burkina n'utilise plus le port de San Pedro ou Abidjan pour faire passer ses marchandises. Donc, c'est une forme de rupture qui ne dit pas son nom. Une façon de dire qu'il n'apprécie pas la façon dont Abidjan est en train de se comporter vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire que être le complotiste d'un impérialiste qui ne cherche que la chute de ces pays, je cite le Mali, le Burkina, même le Niger aussi. Pour continuer, ce que nous avons entendu par rapport à la transition, c'est tout simplement une simple décision de M. Doumbouya, qui a très bien compris un peu, autant pour moi que je ne dis pas de bêtises, le président actuel de Burkina Faso, qui a très bien compris en fait les enjeux et qui sait très bien également que les mécanismes de la France en utilisant le FMI pour étouffer le Burkina Faso va bientôt tomber à l'eau. Nous, les panafricains, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter notre conseil pour que, à travers les petites voix que nous donnons dans vos émissions, qu'ils puissent piocher ce qui est important, ce que nous transmettons comme message, et puis trouver les stratégies. Et je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui est un coup dur pour eux, parce que ça a complètement déjoué les plans. En fait, si on compare un peu ce qu'a fait la Guinée-Conakry, c'est un peu dans le même canevas. Donc, je pense que la France va se retrouver bientôt à carreau parce que l'année 2023 serait une catastrophe pour elle. Merci beaucoup for your media. Très bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous, Monsieur Peters, au standard. Nous vous attendons, chers téléspectateurs. Nous avons quelqu'un au standard? Alors, est-ce que nous avons quelqu'un au standard? D'accord, on reviendra au standard tout à l'heure, le temps pour nous de revenir ici avec vous, Monsieur Batengene, pour que cette fois-ci, justement, nous nous apesantissons notamment sur ce scénario, hein, comme vous étiez en train de le dire, mais bien avant quand même. Pensez-vous que avec ce sommet qui arrive le 3 juillet prochain, pensez-vous effectivement que la CEDEAO mettra à exécution les menaces notamment de sanctions économiques à l'endroit du Burkina Faso? Peut-être avant que vous nous répondez, on va prendre Zerfel. Bonsoir. Ok, bonsoir Linda, bonsoir Nathan, bonsoir tous les techniciens de Foryou et puis salut tous les Africains. Parce que présentement, ce que vous dites sur votre plateau concernant le Burkina, avec les Français, c'est que les Français aujourd'hui, parce que dans la sous-région aujourd'hui, ils n'ont pas la chance d'avoir, comment dire, un partenaire sûr ou dans lequel avec lequel ils peuvent installer leur base. Alors, au Niger, c'est pas comment dire, ils ont essayé de corrompre le Niger, le président nigérien, lui, et maintenant il cherche comment dire, un autre pays qui sera bien placé comme le Burkina. C'est pourquoi, quand le Burkina a dit qu'ils vont passer sur 3 ans de transition, parce que si ils veulent mettre l'accent sur le Burkina, ils savent que les Burkinabés sont tellement déterminés à les chasser, donc ils ont mis balle à terre pour que, comment dire, ces jeunes-là, au lieu de ce militaire qui est là, pour qu'ils les acceptent, parce que présentement, les militaires français sont au Burkina, ils sont tranquilles, donc ils vont superviser tout ce qui est autour du Mali et comment dire, de l'autre côté là-bas, donc pour serrer le Mali, et dans le cas, comment dire, présentement, ce qui se passe avec le Mali, c'est tellement tendu qu'ils cherchent maintenant des partenaires comme le Burkina, c'est pourquoi ils ont laissé le Burkina prendre 3 ans. Sinon, c'est la même chose que les Maliens ont demandé, ils ont commencé à crier sur le toit. Mais présentement, parce qu'on leur dit de rentrer chez eux. Ils ne savent pas, parce qu'ils ont tellement rempli comment la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas mettre plus de 6 bases en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a déjà 3 bases, déjà, ceux qu'ils ont installés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est leur territoire conquis déjà. Pour eux, comment dire, la Côte d'Ivoire, c'est un quartier de Paris. Donc,
ils cherchent maintenant, comment dirais-je, un autre quartier, et ils ont trouvé le quartier, comment dire, burkinabé, qu'ils ne peuvent pas mettre de pression. C'est pourquoi ils ont accepté ça, ils ont fermé les yeux là-dessus. Sinon, ce n'est pas normal qu'on défie l'autre et puis on laisse l'autre. Ça, c'est tellement les choses. Les gens comprennent ça, ce n'est pas caché. Donc, c'est à moi, je demande aux jeunes burkinabés de ne pas accepter ce genre de truc. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils mettent la pression sur le président qui est là, parce que lui n'est pas venu pour que, comment dire, on tue les burkinabés pour qu'ils disent que les Français vont les protéger. Les Français ne protègent personne. Sur cette terre-là, ils ne protègent personne. Ils sont venus voler la richesse des Africains, c'est tout. Sinon, parce que depuis qu'ils disent, d'après eux, ils ont perdu 52 personnes au Mali, donc aujourd'hui, ils ne se voient pas en train de encore donner leur poitrine pour les Africains. Parce que, avec le conflit qu'ils ont eu avec le Mali, ils pensent que, comment dire, ça sera la même chose. Donc, eux, ils sont là uniquement pour leurs intérêts. Parce que dans la sous-région, ils savent qu'au Burkina, il y a de l'or, il y a un peu de tout. Donc, ils ont amadoué ce monsieur-là. Il est là comme, je ne sais pas comment je peux dire ça. Il est là, et puis il les a acceptés. Tout simplement, moi, je demande au Burkinabé de réagir maintenant pour ne pas que les choses se deviennent dures pour eux demain. Parce que moi, ce qu'ils ont, j'ai vu tout récemment avec les tueries qui se sont passées au nord là-bas, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Les Français ne sont pas là pour nous défendre. C'est à nous de prendre nos responsabilités et puis défendre la chose de la population. Je m'arrête là et puis je dis bon week-end à tout un chacun de nous. Zerfel, alors en attendant peut-être d'autres appelants, Batingene, est-ce que vous pensez qu'avec ce que nous sommes en train de vivre, la CEDEAO sera obligée ou alors tiendra parole en imposant également des sanctions justement au Burkina Faso? La CEDEAO pourrait sanctionner le Burkina Faso, mais on aurait affaire à un système de sanctions beaucoup moins lourd, parce qu'il s'agit en tout cas d'un simulacre, dans notre perception toute modeste. Les téléspectateurs peuvent être en contradiction, mais ils verront bien que le système de sanctions sera beaucoup moins lourd parce qu'il s'agit d'un simulacre. Il ne s'agit pas d'une réelle action avec une volonté d'infléchir d'infléchir son opinion sur, ou bien l'opinion sur celle burkinabé. Non. Il y a beaucoup d'éléments qui parlent en notre faveur. Si vous prenez les Français impliqués dans les récentes attaques dans le centre du Mali, ces attaques, quand vous regardez, les Français sont partis carrément de la frontière burkinabé. Il y a les attaques dans le nord, ils sont partis de la frontière du Niger. Quand vous regardez les attaques au Bénin, oui. Vous permettez, Batingene, parce que les téléspectateurs sont nombreux à vouloir réagir. Et ce téléspectateur nous vient du Sénégal. Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur, allez-y. Allô? Nous vous écoutons, cher monsieur. Je viens de... Alors, écoutez, monsieur, peut-être vous allez rappeler, parce que votre appel n'est pas du tout audible. Je viens d'écouter votre question tout à l'heure. Oui. Monsieur, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez, si vous m'entendez. Allô? Si vous m'entendez, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est fait? Vous me comprenez? Je vous suis très bien et je vous demande de vous éloigner de votre téléviseur ou de le baisser. Oh là là. Alors, je demande à la technique de couper ce monsieur parce que visiblement, il ne comprend rien du tout. Hein. Lorsque vous appelez, de grâce,
soit vous vous éloignez de votre téléviseur, soit vous baissez le volume de votre téléviseur pour éviter les interférences et surtout pour que vous ne perdiez pas le temps à vous répéter parce que justement la qualité de votre appel ne sera pas du tout bonne. Et donc nous revenons à vous, M. Batengene. Donc il y aura un simulacre à la CEDEAO, des sanctions au rabais. Ça ne sera pas avec le même engouement que sur le dossier malien. Ça sera un traitement tout autre. Vous regardez un peu sur les réseaux sociaux ou bien vous regardez un peu dans le traitement de l'information. Depuis le 24 juin, depuis le 23 juin, les autorités du Burkina Faso ont décrété la zone du Nord, zone d'intérêt militaire. Vous allez remarquer que Paris ne s'est même pas offusqué de ce qui s'est passé. Paris n'a pas objecté à l'opération militaire qui est ainsi décrétée. Mais suivez un peu ce qui se passe, contrairement à ce qui se passe au Mali, parce qu'il faut toujours avoir ce comparatif. Tout à fait. Les autorités de Bamako demandent aux populations du Nord, aux populations civiles, d'évacuer les zones occupées par les terroristes, pour que l'opération militaire puisse se passer uniquement dans le sens de nettoyer les terroristes. Le président Damiba s'était donné 5 mois, le 24 janvier, 5 mois Là, on va pour amener, au 6e, hein. pour amener la sécurité au Mali. Au 6e mois, il lance une opération sécuritaire d'envergure. Je rappelle que même le Cameroun, qui n'est pas dans la confrontation la plus radicale avec la France, mais avec les États-Unis, on le sait, n'a pas la possibilité de mener ce genre d'opération. C'est-à-dire les organisations de la société civile pro-occidentales sont en alerte. À la moindre information du genre, elles vont crier à la violation des droits de l'homme. Mais dans le cas du Burkina Faso, ni les grands médias de l'Occident n'en parlent, ni la presse de l'Occident n'en parle, mais plutôt vous allez remarquer qu'il y a un chevauchement, une multiplication d'articles favorables qui expliquent le bien fondé de cette opération, mais qui expliquent surtout comment le lieutenant-colonel Damiba est une sorte de visionnaire à la tête de cet État. Quelqu'un d'insondable. C'est un ensemble d'éléments qui amènent quand même à se poser des questions. Il faut se souvenir, le président Thomas Sankara disait, lorsque la presse occidentale encense un dirigeant, eh bien sachez qu'il ne travaille pas pour les populations africaines. Donc sur la base de cette remarque que nous avait laissée, de cet indicateur fort que nous a laissé le président Sankara, on est obligé de constater que M. Damiba, dans les mêmes conditions que M. Assimi Goïta, ne jouit pas du même traitement, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou bien des médias occidentaux. Et ces médias, on sait qu'ils sont plus des chaînes de propagande politique de la vision occidentale que des chaînes d'information. Donc si ces médias s'engagent à plutôt louer l'action du lieutenant-colonel Damiba, il faut quand même que les Africains se posent les bonnes questions. D'accord. Alors, est-il l'homme de la situation, finalement? Entre le monsieur que le monde entier, l'Afrique, le Burkina Faso tout entier, a vu juste après la chute, si on va le dire ainsi, de Christian Rosma Kaboré. Nous étions bien évidemment en janvier, je pense. Entre ce monsieur qui a tenu un discours, qui a été acclamé, parce que je parle des Burkinabés, qui en avaient un peu marre de voir, prenez l'expression entre guillemets, la tronche de Christian Rochmark Kaboré, avec justement une succession d'actes terroristes. Et c'est sur justement cette succession d'actes terroristes que s'était appuyé alors Henri-Paul Damiba, qui voilà, estimait que Rochmark Christian n'avait pas la maîtrise de la situation. Sauf que depuis qu'il est là également, on a comme l'impression que le taux d'actes terroristes a également doublé. Pour lui, qui accusait son prédécesseur de ne pas justement avoir la bonne gestion de la chose sécuritaire. Est-ce que finalement, c'est l'homme de la situation? Homme de la situation. Ou alors, c'est un pantin de certaines puissances occidentales. Je n'irai pas dire un pantin, mais je dirais quand même que tout porte à croire que ce n'est pas l'homme de la situation. Ça, au moins, c'est un constat que tout le monde ferait. Pourquoi? Parce que
plus que jamais, les terroristes ont fait du Burkina le nid à partir duquel ils se déploient sur les autres pays. C'est un peu comme à la fin du règne de M. Rochemar Christian Kaboré. Les terroristes, ils viennent frapper au Mali, ils partent du Burkina. Les terroristes, ils vont frapper au Bénin, ils partent du Burkina. Les terroristes, donc, ont fait du Burkina une base de projection. Ça veut dire qu'il y a certainement des bases logistiques de ces terroristes qui sont au Burkina. Et ça se comprend. C'est aussi là où on trouve les forces spéciales françaises, qui sont généralement des forces qui entraînent facilement ces terroristes. Parce que pour la formation dans la clandestinité de ces terroristes, il faut des gens qui ont la maîtrise de la guérilla. Donc, c'est généralement les forces spéciales françaises qui sont mises à contribution. Et le Burkina, malheureusement, veut encore nous apporter la sécurité avec les mêmes partenaires. C'est-à-dire, avec Rochemar Christian Kaboré, il avait fait confiance aux Français, il avait fait confiance à l'Union européenne, il avait fait confiance aux États-Unis. Le président Damiba, vous avez l'impression qu'il a fait confiance à des nouveaux partenaires? Que non. Il est resté avec les mêmes partenaires dont les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets. Il ne peut pas être considéré comme l'homme de la situation. Mais oui, je veux rester optimiste, hein, comme mon frère Delphin de Gitega. Pourquoi rester optimiste? Parce que je sais quand même que le Burkina Faso est un pays qui regorge d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse ambitieuse et d'une jeunesse qui a une vision émancipationniste. Cette jeunesse ne veut pas se laisser embrigader dans un projet qui vise la recolonisation du pays par les forces obscures de l'Occident. Cette jeunesse veut à tout prix devenir maîtresse de son destin. Et cette jeunesse, c'est justement les Nestor Podacier. C'est l'ensemble de la société civile qui a donné 6 mois de sursis. Et c'est là où nous restons optimistes. C'est ces 6 mois qui comptent encore pour nous. Mais s'il faut regarder le projet de M. Damiba jusqu'à présent, ce qui est à son parcours, ce qui a été réalisé, on peut se dire que on reste sur sa fin. Cette jeunesse-là, par contre, qui reste active, qui reste mobilisée et dont les acteurs ont la même foi en leur capacité à tenir leur propre pays et à porter ce pays vers un avenir meilleur, c'est cette jeunesse-là qui reste l'espoir de tout le continent et de tous les panafricanistes qui sont tout à fait positifs et qui ont une vision tout à fait autre que ce que nous voyons sur le Burkina Faso. Alors, si finalement il s'avérait que M. Henri-Paul Damiba ne soit pas l'homme de la situation, est-ce à dire que le Burkina va replonger dans un recommencement? Ou va plonger, replonger dans un recommencement? Parce qu'avec Rochemar, qui n'a pas achevé son mandat, il y a eu l'entrée en matière justement d'Henri-Paul Damiba, qui, voilà, risquerait n'est pas également finir. Pourquoi pas cette transition qu'il a fixée à 36 mois? Parce que juste à côté, vous parliez justement de Nestor Podacier, vous parliez de cette jeunesse. Il y a cette jeunesse justement qui également groupille et n'est pas du tout satisfaite de ce qui est en train de se passer, qui en appelle à plusieurs justement, peut-être pas exigences, mais qui en appelle quand même à la vigilance du gouvernement actuel, qui ont posé quand même également sur la table des propositions pour que le Burkina Faso devienne un temps soit peu à l'image de ce qu'il a été par le passé. Mais sauf qu'on se rappelle que justement ces propositions sont restées lettres mortes avec justement les Nestor Podacier et autres. Et donc cette jeunesse pourrait également peut-être pas se révolter, mais décider davantage, voilà, pourquoi pas, de descendre dans les rues, de se faire entendre par des manifestations pacifiques, et une chose qui pourrait justement amener, ou du moins être à l'origine de certaines tensions, comme nous avons l'habitude en Afrique, entre les forces de maintien de l'ordre et la population. Et dans ce cas-là, dans ce genre de cas, généralement, le conflit s'envenime, et puis ça attire effectivement des personnes externes. Tout à fait, Madame Dédier. Vous avez raison de décrire le scénario classique de dégénérescence des manifestations pacifiques en sorte de révolution, de révolte, puis de révolution violente. En fait, il se trouve que les ingrédients sont déjà en train de se réunir. Les premiers ingrédients, c'était la manifestation du 22 janvier. 22 janvier, où la jeunesse était sortie massivement
pour soutenir les Maliens, mais également pour demander à Roch-Marc Christian Kaboré d'arrêter de se montrer l'arbin de la France. Par la suite, quand les jeunes Maliens ont voulu continuer dans cette dynamique, ils ont été empêchés. C'était déjà avec M. Damiba. Ils ont été empêchés par 2 reprises. À la 2e fois, ils ont été arrêtés. Tout comme la première fois d'ailleurs, plusieurs leaders ont été arrêtés, ont été gardés à vue, même si la pression populaire a amené à les libérer. Ces éléments-là sont des éléments importants. Et ces manifestations étaient des manifestations perpétrées contre la présence française, militaire française, au Burkina Faso. Et c'est le régime de M. Damiba qui est agent comptant pour la répression dans le cadre de ces manifestations-là. Je crois que là, c'était en mars. En mars. Ouais. C'est les premiers éléments qui sont déjà réunis. Maintenant, la jeunesse lui a donné un sursis. Les mouvements de la société civile qui sont indépendantistes, qui sont émancipationnistes, lui ont donné un sursis de 6 mois. Ça veut dire que durant ces 6 mois, on va observer la trajectoire de M. Damiba. 6 mois à partir de quand? Parce que la manifestation de mars n'a pas eu d'autorisation. Tout à fait. Alors, le sursis de 6 mois, c'est à partir de quand? Ils ont parlé de 6 mois, je crois que c'est à partir du mois de juin. Ils ont parlé de 6 mois parce que c'est depuis le mois de juin que M. Damiba semble renouer un nouveau contrat social avec la société burkinabé. Et donc, ou du moins, il a demandé un peu plus de confiance de la part de la société burkinabé. Et il a effectivement obtenu un sursis de 6 mois. Sur les 6 mois, la société civile burkinabé va l'observer. Et nous sommes confiants qu'au terme des 6 mois, s'il ne remplit pas sa part de contrat, c'est-à-dire, ils ont posé sur la table la question de la coopération militaire avec la Russie. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus la coopération militaire avec la France, ils veulent la Russie. Ils ont dit de davantage se rapprocher avec le Mali. Ils ont posé la question sécuritaire, la restauration de la sécurité nationale comme étant prioritaire. Et sur ces éléments-là, il sera évalué. Si il n'est pas parvenu... Et un retour, justement, des affaires aux civils. Aux civils, mais dans les 6 mois, ils voulaient d'abord ces éléments-là. Ils sont allés sur cette base-là. Mais si au terme des 6 mois, ils ne réalisent pas cela, il n'est pas exclu qu'effectivement le scénario que vous avez décrit, Madame Dédi, finisse par se produire au Burkina Faso. Le standard est ouvert, encore quelques minutes à passer ensemble, chers téléspectateurs. Composez l'un de ces numéros de téléphone et apportez justement vos différentes contributions à la thématique donc, de ce soir qui porte sur le maintien du chronogramme électoral du côté du Burkinabé contre l'avis justement de la CEDEAO qui avait donc demandé au gouvernement burkinabé de proposer un délai plus ou moins raisonnable que les 36 mois qui avaient donc été évoqués au mois de février dernier. Donc, c'est une chose qui n'a pas été faite et donc dans moins de 72 heures, la CEDEAO... Les chefs d'État de la CEDEAO vont donc se réunir une fois de plus, non seulement pour tabler sur le cas malien avec une possible levée ou non des sanctions qui pèsent depuis le 9 janvier dernier sur cet autre pays de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas avec de nouvelles donc, sanctions, du moins un nouveau pays qui sera donc sanctionné par la CEDEAO, à savoir le Burkina Faso. Et la raison est tout simplement parce que le Burkina aurait donc, du moins, décidé de maintenir son chronogramme électoral qui fixe donc les élections générales à 2025. Donc, le standard est encore ouvert pour quelques minutes seulement, avant, bien sûr, de refermer cette autre séquence, bien sûr, du point sur l'actualité. Alors, M. Batenguene, nous allons rester quand même avec le sommet du 3 juillet, autant pour moi, parce que c'est dans quelques jours seulement. Sauf que aujourd'hui, nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, mais sauf que juste à côté, il y a également la République de Guinée. Tout à fait, la République de Guinée, mais là, il faut quand même regarder cet autre pays d'un autre œil, parce que pendant un certain moment,
effectivement, la façon dont les choses se sont passées, la venue au pouvoir, le casting avait proposé un visage qui faisait peur à tous les panafricanistes, mais surtout à tous les Africains. Sauf que le colonel Doumbouya, dans son cas, lui, a travaillé à revenir dans un cadre qui est beaucoup plus rassurant. Il a pris sur lui un ensemble de décisions qui sont des décisions salutaires, qui montrent quand même qu'au niveau de son pays, il est attentif à la géopolitique, au changement géopolitique majeur au niveau international, et il a pris une option davantage proche de se rapprocher du Mali. On a vu que lorsque la CEDEAO en janvier a décidé de sanctionner le Mali, le colonel Doumbouya était l'un des tout premiers à décider de ne pas s'aligner sur ses positions. Il a été l'un des tout premiers à se dire que les Maliens n'étaient pas les personnes non fréquentables qu'on voulait lui proposer. Et il a donné aux Maliens quand même une latitude de commerce avec la Guinée-Conakry, qui a permis au Mali de juguler son accès à la mer pendant un certain temps. Donc ça a été le pays qui a été le support du Mali, et c'est un pays qui a pris des risques officiellement, sans se cacher, qui a travaillé avec le Mali d'une certaine manière, a aidé le Mali à ne pas tomber lorsque le Mali avait besoin d'un partenaire. Ce pays, par contre, lui, on va aussi observer. Est-ce que dans son positionnement, il a su avoir les éléments, parce que c'est un peu difficile, hein, on ne peut pas dire que totalement le colonel Doumbouya est basculé, mais est-ce qu'il a pu rassurer les anciens partenaires qui l'ont installé au pouvoir, c'est-à-dire les États-Unis? Est-ce qu'il a su jouer sa carte personnelle dans l'équation de la CEDEAO? Ce sera certainement quelque chose d'intéressant à voir dans le cadre de la Guinée-Conakry. Mais il faut se dire une chose, le colonel Doumbouya, par contre, s'est montré imprévisible, et il a cet élément-là qui le rend très intéressant au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À tout moment, c'est un homme qui peut basculer dans l'un des camps. Il est un peu le Erdogan de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'homme qui veut jouer sa propre carte et qui se donne les moyens de cette politique-là. D'accord. Et donc, du côté, bien sûr, du Burkina Faso aujourd'hui, parce que quand on lit les réactions quand même des téléviewers ou encore des internautes, ils sont nombreux à partager le fait justement que Dabiba ne soit pas l'homme de la situation. Mais lorsqu'on regarde quand même la vie politique du côté du Burkina Faso, outre les militaires aujourd'hui qui sont aux affaires, est-ce qu'il y a un autre profil? Même depuis le temps de Christian Roch-Makaboré, y avait-il un profil qui voilà, pouvait challenger ce dernier? Et aujourd'hui, avec les militaires au pouvoir, qui gèrent pratiquement tout, qui essayent tant que faire se peut de faire respecter ce qu'ils ont dit lorsqu'ils prenaient justement le pouvoir. Parce que c'est une chose, même cette jeunesse dont on parlait, qui pourrait descendre dans les rues après le sursis de 6 mois, mais pour qui? Parce qu'en même temps, il ne faut pas descendre dans les rues pour descendre dans les rues. Mais pour qui? Il faut jamais croire qu'il n'y a pas d'homme qui puisse gérer un pays. C'est un peu le critère limitatif qu'on se met parfois lorsqu'on imagine la gestion des pays. Ce n'est pas que les hommes qui soient là aient été investis de manière divine, c'est parfois simplement ceux qui ont l'ascendant sur le collectif qui prend le pouvoir et ceux qui ont une expérience parfois avérée de gestion du collectif qui se sont mis aux affaires. Parfois aussi, c'est des hommes en qui on voit des qualités particulières, mais qui étaient certainement en retrait et qu'on décide de mettre dans la lumière. Donc, les Burkinabés peuvent décider de mettre qui ils veulent. Ce sera certainement un homme qui va découvrir le pouvoir ou bien un homme qui connaît déjà le pouvoir, mais cet homme-là aura les qualités que les Burkinabés recherchent. En démocratie, on ne fait pas confiance à un homme parce qu'il aurait une science infuse, mais parce qu'on sait qu'il a la capacité d'écouter son peuple. Et donc, s'il y a quelqu'un parmi, si vous voyez les Nestor Podacier, toute cette société civile se lever et aller manifester, c'est bien parce qu'il y a des leaders qui sont écoutés. C'est eux qui parfois prennent les initiatives et sont écoutés. Donc, avec déjà cette posture,
ils peuvent gérer le Burkina Faso. Ce n'est pas impossible pour des leaders de leur génération de le faire. Regardez par le passé, quand on parle tout le temps de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'est 35 ans. C'est à 35 ans qu'il avait cette statue de grand leader. Mais il a commencé le combat à l'âge de 25 ans. Il était très jeune quand il commençait son combat. C'est ces jeunes-là qui se sont imposés sur la scène. Quand vous regardez Oumniobé, quand vous regardez même le président Amadou Ahidjo du Cameroun, quand vous regardez tous les premiers présidents en Afrique, vous allez constater qu'ils ont commencé leur engagement étant jeunes. Donc ces jeunes-là ne sont pas trop immatures pour gérer leur pays. Ils ont simplement une capacité que nous recherchons. C'est l'envie de voir leur pays rayonner, c'est l'envie de voir leur pays indépendant. Et avec cette motivation, ils vont trouver les moyens parce qu'il y a l'expertise au Burkina Faso pour les accompagner vers la réalisation de ce projet. Avec justement l'expertise comme celle de Nestor Podassé au Standard, il s'appelle Lamine Diop. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, mon cher Foundedi, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Fouillens, votre régie technique. Et puis bonsoir, M. Batengane, M. Podassé. Effectivement, je reprends le mot de M. Batengane, il a raison. Le Burkina Faso, c'est un pays avec de grosses qualités. Et oui. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce qu'il faut qu'on précise qu'on a émis tous des choix de personnages dirigeants en Afrique. On a dit telle formule politique panafricaine ou encore patriote était préférable, que nos nations doivent acquérir leur souveraineté par des hommes intrayés vis-à-vis de la France, que la construction du monde à venir par le bloc Est, c'était mieux que de se désoler en permanence sur l'impérialisme franco-occidental et sur les régimes précédents ou encore sur les décennies passées. Vous comprenez bien de quoi on parle avec la France-Afrique. Tout ça est vrai. Mais en même temps, nous ne sommes pas naïfs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé qu'il suffisait d'avoir des militaires au pouvoir et de contester le pouvoir de la CEDEAO pour qu'ils soient considérés ou vus comme étant patriotes et plus encore panafricains. Ça, je ne l'ai jamais cru et je suis vraiment navré. C'est exactement ce dont je ressens, en tout cas moi, à propos de ces militaires au Burkina Faso. Je ne suis pas en train de les juger, mais je les décris tels qu'ils se définissent actuellement. En gros, ils n'ont aucune ligne de conduite politique patriote et panafricaine. C'est statique. C'est statique et on ressent le vide. Et ça, c'est le pire défaut politique. La politique doit être dynamique, par exemple, comme on le constate du côté du Mali. Et pourtant, le Burkina Faso, comme disait M. Batengene, c'est un pays d'une originalité prodigieuse. Et c'est un pays qui a des qualités de panafricanité formidables. Mais ces militaires nous laissent dans une étape de plat, comme au cyclisme. En clair, pas de dynamique, contrairement à une étape de montagne. Alors, j'ai envie de dire, souprez-nous patriotiquement, chers militaires burkinabés, parce qu'on veut voir quelque chose de fort du côté de Burkina Faso. Donc, voilà ce que je voulais amener comme part de contribution à propos de ces thématiques. Et puis, je vous dis bon début de week-end et certainement à bientôt. Ciao. Peut-être encore un autre téléspectateur au standard? Non, pas de téléspectateur au standard. Et donc, Batengene, peut-être une dernière question, une dernière pour la route, justement, parlant du Burkina Faso. Une dernière pour la route, parlant du Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible, justement, que la société, en fait, au niveau de la société civile burkinabé, qui ait des propositions pour un retour à l'ordre constitutionnel? Parce qu'il faut le rappeler ici, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des partisans de l'ancien chef de l'État qui ont dénoncé le fait que ce chronogramme qui a été proposé par le gouvernement Adamiba n'a pas pris en considération justement cette partie de la classe politique. Alors dans ce genre de cas, lorsque toutes les parties ne sont pas réunies et qu'on a un gouvernement en face qui décide de donner son chronogramme, ça fait quand même faire preuve de dictature aussi quelque part. Dire que c'est nous qui sommes aux affaires, on décide que c'est comme ça et ça sera comme ça.
Bon, la logique a été, le ton a été donné par les Maliens, hein, donc désormais tout le monde va faire pareil. C'est aussi ça la politique. Parfois on n'agit pas mimétisme. Mais sauf qu'au Mali quand même, il convie les autres classes politiques ou la société civile. Ça a été par exemple le cas avec le chronogramme quand il a été présenté. Les débats étaient ouverts et ces derniers ont validé. Je vais prendre une image caricaturale, hein, mais c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. C'est, vous savez, les cellules de l'Élysée, quand elles résonnent sur l'Afrique, regardent le comportement de ceux qui s'opposent à eux. Et ils disent, s'ils ont posé tel acte et que ça a été salué par le peuple, eh bien, disons un autre regard à celui qui travaille avec nous de faire pareil, parce que ce peuple ne peut plus nous opposer, que ce que nous faisons n'est pas logique. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils opposent. C'est un dialogue où ils sont en train d'imprimer dans l'opinion publique qu'une certaine manière de faire est aussi possible à leur niveau. Et ils sont en train d'injecter à petite dose, l'idée suivant laquelle, effectivement, il est possible de décider sur sa transition comme on veut. Parce qu'ils disent que les Maliens, c'est ce qu'ils font. C'est une caricature que j'ai prise au départ, mais c'est en fait le message qu'ils veulent passer. Donc, certainement, M. Damiba, parce que vous allez beau chercher les éléments, M. Damiba, ce n'est pas forcément la transition, ce n'est pas toujours la société civile burkinabé qui le maîtrise, mais on va regarder sur 6 mois. Il a ce calendrier qu'il a posé sur la table, avec, bien sûr, il avait consulté quand même les sociétés civiles. Mais maintenant, il va poser cela sur la table. Les Burkinabés se reconnaissent quand même là-dedans, il faut le reconnaître, parce que M. Podassier lui-même a dit que c'était un document qu'ils avaient, eux, concocté de manière démocratique. Et toujours est-il que ça allait sur le modèle malien. Donc, il va poser cela sur la table. On va regarder aussi sur 6 mois, on va observer. Et on va voir d'abord le 3 juillet, comment est-ce que la CEDEAO traitera le dossier burkinabé. On va voir ensuite comment est-ce que les Burkinabés eux-mêmes réagiront. Vous savez, c'est un grand défi pour la société politique burkinabé. Pourquoi? Parce que cette société politique burkinabé, elle est en train de vouloir regagner sa crédibilité en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, elle a été vécue comme une plateforme de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était l'image que le président Compaoré a laissée du Burkina Faso. Le président Roch-Marc Kaboré n'a rien fait pour l'arranger. Aujourd'hui, c'est autour de M. Damiba, du lieutenant-colonel Damiba, de restaurer la dignité du pays des hommes intègres. Justement, c'est ce que j'allais dire. Un pays jadis des hommes intègres, devenu aujourd'hui un charnier. Disons pas un charnier, mais... Un charnier politique alors? Peut-être un charnier politique parce que les hommes politiques de bonnes intentions, ils meurent un peu à l'appel. Merci à vous, Monsieur Batenguene. Merci également à toute l'équipe technique d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Alors, nous vous souhaitons tout simplement passer un excellent week-end en compagnie des programmes de For You Télévision. Tout à l'heure, ne manquez pas la grande édition du Grand Journal sur For You Télévision. À bientôt.